Et je lance l'enregistrement, on est parti. Donc bonjour à tous et à toutes, très content de voir que vous répondez présent encore une fois. On est un peu plus d'une trentaine et ça continue de monter, donc c'est très bien. L'introduction va permettre aux derniers retardataires de nous rejoindre. Donc avant de commencer, je vais laisser la parole à Joseph qui va nous faire un petit rappel. Oui, c'est un petit rappel très court, je ne vais pas vous embêter très longtemps. Léa prendra la parole ensuite, après que Clément ait présenté un petit peu le programme du jour. Je tenais juste à rappeler que ces différents webinaires sont organisés par l'ACAPS, donc par l'Association des chercheurs en activité physique et sportive, et plus particulièrement par son réseau junior, le réseau des jeunes chercheurs de l'ACAPS. Et on tenait à souligner, je vous ai partagé mon écran depuis avant, on tenait à souligner que le congrès, le 19e congrès, pardon, j'étais à 18, le 19e congrès de la CAPS a sorti on va dire son beau programme sur le numérique dans l'activité physique et sportive. Du coup, il est organisé à Montpellier et il se déroulera du 27 au 29 octobre 2021. Donc, pensez à sauvegarder cette date, à garder cette date à l'esprit et on vous tiendra informé des différentes actualités sur ce beau programme-là qui nous attend à Montpellier. Clément, je te laisse présenter du coup le programme du jour. Ouais, je profite pour faire un petit aparté aussi pour vous rappeler, peut-être que vous l'avez déjà vu dans le support de communication qu'on a envoyé, le nouveau logo de la CAPS. La CAPS s'est renouvelée sur le plan graphique et donc du coup la charte graphique évolue, non pas seulement le logo mais la charte graphique va évoluer, donc le site va légèrement évoluer, les moyens de communication aussi, et donc le nouveau logo que vous pouvez voir ici a été voté il y a quelques jours lors du conseil d'administration de la CAPS et a été présenté lors de l'Assemblée générale. Voilà, je vais me permettre de présenter Léa avant de lui laisser la parole. Donc, Léa Pérez, donc elle a réalisé un DUT spécialisé en gestion de l'information numérique à Strasbourg, puis ensuite elle s'est déplacée à Lyon et a fait une 3e année de licence spécialisée en communication. Par la suite, elle a intégré un master en stratégie informationnelle à Lyon 3. Elle a effectué un premier stage en lien avec les archives ouvertes, HAL, qu'elle va nous proposer aujourd'hui, pour le laboratoire de recherche Helico. Elle a été particulièrement attirée par ce sujet et donc elle a décidé d'y rester et de s'y intéresser un peu plus. Et donc elle a rejoint l'équipe du CCSD dès la fin de son master en 2019. Et donc aujourd'hui, elle s'occupe de l'assistance aux utilisateurs HAL, des formations sur l'utilisation de la plateforme et de la modération sur la plateforme. Voilà, en quelques mots. Donc, Léa, je vais te laisser la parole. On va couper nos vidéos et le son pour que tu puisses avoir la pleine maîtrise de la visio. Et puis, on t'écoute. Bonjour, donc comme l'a dit Clément, je suis Léa Pérez. Je vais vous partager mon écran rapidement. Vous voyez bien mon PowerPoint? Nickel. Ok, donc aujourd'hui je vais vous parler donc, de la plateforme HAL. Je vais commencer ma présentation donc, par présenter rapidement le CCSD et la plateforme HAL. Je vous ferai ensuite une présentation donc, du dépôt dans HAL. En premier temps, je vais présenter un dépôt d'une référence bibliographique, donc un dépôt sans fichier. Puis je ferai un dépôt avec fichier. On va ensuite faire un point rapide sur la liaison entre ORCID et HAL, sur l'identité numérique et l'intérêt de créer son IDL, donc il y a un identifiant chercheur qui est géré par la plateforme. Et je terminerai rapidement ma présentation donc, par vous présenter les portails de manière un petit peu plus précise. Donc c'est parti. Donc le CCSD, c'est le Centre pour la communication scientifique directe. C'est une unité mixte de services du CNRS qui a été créée en 2000. Sa mission principale, c'est le développement des archives ouvertes pour la communauté de l'enseignement supérieur et de la recherche. Nos tutelles sont au nombre de 4, CNRS, INRIA, Université de Lyon et INRAE. Le CCSD est basé à Villeurbanne, nous bénéficions d'un partenariat avec le centre de calcul de l'IN2P3 qui héberge nos infrastructures. La plateforme principale que nous développons est HAL. 2 autres plateformes sont également développées au CCSD. Il s'agit de ScienceConf et d'Episcience. ScienceConf est une plateforme, je ne sais pas si vous connaissez, qui permet aux utilisateurs de colloques de créer un site web dédié à un événement scientifique et en plus du site, de gérer l'inscription,
la soumission des communications, la relecture et un export des communications vers HAL est également possible. Episcience est quant à elle une plateforme d'hébergement de revues en open access dont le processus de reviewing peut être géré donc directement depuis Episcience et qui passe par le dépôt en archives ouvertes, donc HAL ou autre. Je citerai rapidement la plateforme Héloïse, qui a été développée et qui permet de s'informer sur la politique des éditeurs en matière d'open access pour les revues françaises uniquement, mais Héloïse n'est plus développée aujourd'hui. HAL est au cœur d'une politique nationale en faveur du libre accès, dont le plan national pour la science ouverte a été annoncé l'année dernière par notre ministre. Si vous le souhaitez, vous pouvez consulter le plan national sur le site web du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Point important à noter et à retenir, c'est que HAL est un entrepôt unique, c'est-à-dire que nous possédons une seule base de données que nous allons décliner en différentes vues, telles que des archives thématiques, donc HAL SHS par exemple, qui est une archive thématique qui va présenter uniquement les dépôts qui appartiennent à un domaine ou sous-domaine des sciences humaines et sociales. Des archives génériques, comme TEL par exemple, qui est une archive qui est dédiée aux thèses de doctorat et HDR. Medial, qui est une archive spécifique aux données de la recherche, donc photographie, cartes, plans, ou encore enregistrement vidéo ou sonore. Des archives institutionnelles, donc c'est des portails d'universités, grandes écoles ou établissements de recherche, à partir desquels vous pouvez déposer. Il faut garder en tête que si vous faites un dépôt dans un portail, vous retrouverez toujours votre dépôt dans HAL générique. Et enfin, donc des collections, qui sont des sites dédiés à la valorisation des publications de laboratoire, par exemple, ou encore de projets de recherche, sur lesquels il n'est pas possible de déposer, mais qui offrent toutes les fonctionnalités de HAL. Donc, en somme, les portails et les collections représentent en fait différentes vues sur le dépôt. Pour continuer dans cette présentation générale, il faut savoir que nous sommes très bien référencés sur différents types de plateformes, telles que Google Scholar ou PubMed. Nous avons un partenariat avec l'archive Archive, c'est-à-dire que l'on permet le transfert de dépôt vers la base Archive à la demande du déposant en même temps que son dépôt dans HAL. Je vous montrerai rapidement lors de la présentation sur le dépôt comment effectuer une demande de transfert vers Archive. Autre partenariat notable, c'est PubMed Central, puisque chaque déposant peut demander le transfert de son dépôt vers PubMed Central. Enfin, HAL est moissonné via le protocole OAI-PMH. Donc, ça veut dire que des bases comme OpenAir, par exemple, vont moissonner les données sur HAL. Ça signifie que si un dépôt fait mention d'un projet européen, par exemple, on retrouvera sur OpenAir le lien vers le dépôt sur HAL. Je vais terminer cette introduction par les bénéfices du dépôt dans HAL, qui, comme je vous l'ai indiqué précédemment, est bien référencé, donc ce qui a un impact sur le taux de citation des publications, par exemple. Je citerai également l'exploitation des données de HAL, notamment via l'API, qui permet de faire des exports de données, mais qui permet aussi de créer des liens vers d'autres plateformes, notamment le CRAC et le Reback, puisque les deux applications récupèrent les métadonnées de HAL pour les insérer ensuite dans le rapport d'activité. Nous assurons également la pérennité des fichiers avec des sauvegardes régulières au CINES, des documents principaux, excepté les logiciels qui sont, eux, sauvegardés sur Software Héritage. Nous assurons également une pérennité des accès qui seront toujours construits de la même manière. Donc, ce sera l'adresse URL du portail, suivi de l'identifiant du dépôt, suivi d'un /document, afin d'accéder au fichier principal. Comme nous sommes une plateforme d'archives ouverte, l'accès à la recherche, de même que l'accès aux fichiers, est libre. Je vais maintenant passer aux recommandations qui vont vous permettre d'effectuer un dépôt de la manière la plus efficace possible. Donc, aujourd'hui, en ce qui concerne le dépôt des publications en accès ouvert, il faut savoir que la loi vous protège. Le 8 octobre 2016 a été publiée la loi pour une république numérique, dont l'article 30 dit que si votre travail de recherche qui a donné lieu à une publication a été financé pour au moins 50% sur des fonds publics et qu'il est paru dans un périodique, article ou proceedings, paraissant au moins une fois par an, vous avez la possibilité de déposer en open access la version finale du manuscrit accepté pour publication, donc autrement dit le post-print, si l'éditeur n'impose pas d'embargo, ou avec un embargo de 6 mois pour les sciences techniques et médecine et 12 mois pour les sciences humaines et sociales.
Donc, il faut bien l'avoir en tête, puisque ça va vous permettre de savoir quel type de fichier vous avez le droit de déposer sur un fichier. Il existe en effet 3 versions d'un document. Donc, le préprint, qui est la version de texte que vous avez soumis à l'éditeur pour publication. Le postprint, donc là, il s'agit de la dernière version de votre manuscrit avant publication. Pour cette version, donc, vous pouvez vous référer à la loi pour une république numérique en ce qui concerne les articles et les proceedings. Donc, ça exclut les types de documents que sont l'ouvrage ou le chapitre d'ouvrage. Et enfin, donc, la version éditeur, qui est une version publiée avec la mise en page et le copyright éditeur. Il est nécessaire d'être vigilant pour cette version et de bien vérifier si vous avez le droit de déposer cette version dans une archive ouverte. Donc, vous pouvez le vérifier via les politiques éditoriales en ligne ou via un contrat signé avec l'éditeur. Dans le support de présentation, j'ai mis quelques liens qui peuvent être intéressants. Peut-être que je transmettrai mon PowerPoint à Clément en fin de présentation pour qu'il puisse vous le transmettre. Et je vous laisserai donc consulter ces liens qui traitent des questions juridiques. Je vais maintenant passer aux recommandations générales avant dépôt dans HAL, et notamment en ce qui concerne le fichier. Donc le respect de la législation sur le droit d'auteur, je ne vais pas y revenir puisque nous venons de le voir. Cependant, donc, je vous invite à garder vos questions ou à les noter. Vous pourrez me les poser à la fin si jamais vous avez des points qui vous posent problème. Alors, avant de déposer le texte intégral dans HAL, vous devez avoir obtenu l'accord de tous vos co-auteurs. Les métadonnées qui sont indiquées dans l'interface de dépôt doivent décrire le document déposé. Donc, il faudra faire attention à la cohérence et à l'exactitude des métadonnées par rapport au document déposé. Que vous déposiez le texte intégral ou un fichier annexe, il faut savoir que votre dépôt sera soumis à une vérification par notre équipe de modérateurs. Donc, la mise en ligne n'est pas immédiate et il vous faudra prendre cela en compte si, par exemple, vous souhaitez remplir le CRAC ou si vous souhaitez concourir à un prix, par exemple. Donc, l'équipe de modération va s'occuper de vérifier si le fichier s'ouvre correctement, s'il est complet et s'il correspond bien aux métadonnées qui sont renseignées dans l'interface. Ils vont également vérifier que vous avez bien respecté la législation sur le droit d'auteur, au cas où ils vont vérifier que vous ne vous soyez pas trompé. Et en cas de problème, donc le modérateur renverra le dépôt dans votre espace pour que vous puissiez y apporter les corrections nécessaires avant la mise en ligne. Je vous montrerai comment faire ça directement depuis votre espace lors de la démonstration. Enfin, pour assurer la pérennité des accès, il faut savoir que tout dépôt de texte intégral dans HAL est censé être définitif. C'est pourquoi je prends le temps de vous faire ces recommandations. Alors bien sûr, si vous avez finalement un problème d'éditeur, etc., nous pourrons toujours supprimer le dépôt, mais c'est exceptionnel. Donc voilà, il faut garder ça en tête. En ce qui concerne les travaux universitaires, il est possible de déposer sa thèse, mais uniquement après soutenance. Et la date de soutenance devra d'ailleurs figurer sur la page de garde du fichier. En ce qui concerne les types de documents que vous pouvez déposer dans HAL, donc ils sont classés par grands groupes. Vous pouvez donc déposer des prépublications comme des publications, articles dans des revues, chapitres ou ouvrages complets. Vous pouvez également déposer des communications effectuées dans divers événements scientifiques, colloques, séminaires. Et donc, il est possible de déposer des thèses, HDR ou cours, ainsi que des logiciels. Vous avez enfin la possibilité de déposer d'autres types de documents qui sont plus spécifiques, les médias. Certains types de publications possèdent des spécificités, telles que l'ouvrage ou la direction d'ouvrage, pour lesquels seul le texte intégral est accepté. Il ne sera pas possible d'en déposer une seule partie. Donc là, ça veut dire que la couverture, le flyer ou le sommaire ne seront pas acceptés en tant que document principal. Vous pourrez les déposer en annexe ou déposer une référence bibliographique, donc faire un dépôt sans fichier. En ce qui concerne le fichier ou les fichiers que vous allez déposer dans HAL, il faut savoir que vous pouvez déposer un format doc, donc Word ou LibreOffice, et que ce fichier sera normalement transformé en PDF. Pour garantir l'archivage pérenne de vos fichiers, on vous demandera de ne pas déposer de fichiers protégés. Enfin, si vous optez pour un transfert vers Archive, et si votre fichier est créé à partir de TeX ou LaTeX, il vous sera demandé de déposer les sources du fichier. Vous avez la possibilité de compiler votre fichier sur HAL afin de créer le PDF, et Archive procédera à une nouvelle compilation sur leur base, et c'est pourquoi nous demandons la totalité des sources.
Enfin, si plusieurs fichiers ont été déposés, il vous faudra choisir un fichier principal. En ce qui concerne le fichier auteur, vous n'oublierez pas de mentionner le titre et le nom de tous les auteurs sur la page de garde. Donc c'est important pour à la fois protéger votre publication, mais cela permet aussi une meilleure récupération des métadonnées via le système. Attention au titre provisoire qu'il faudra modifier si besoin. Enfin, nous vous demandons d'être vigilant par rapport aux marques de révision visibles à la création du PDF. Voilà. Le nom du fichier, quant à lui, ne devra pas comporter de caractères spéciaux et ou accentués. Il ne devra pas être trop long. Donc, il est conseillé d'utiliser l'underscore, par exemple, afin de distinguer les termes dans le nom du fichier. Donc, vous pouvez vous baser sur un modèle de type nom de l'auteur, underscore, année de publication, par exemple. Voilà, donc j'en ai fini avec mes recommandations pour le dépôt. Je vais maintenant passer à la démonstration. Donc pour la démonstration, je vais me rendre sur HAL Preprod. Donc la Preprod, c'est le bac à sable de HAL. Ça veut dire que c'est un espace de test et comme vous pouvez le voir, l'interface n'est pas exactement la même que celle dont vous pouvez avoir l'habitude. Pour cette présentation, je vais prendre l'identité de Franck Brochery, qui est un chercheur en physiologie du sport. Et donc, avant de procéder à un dépôt, je vais vous montrer comment paramétrer vos préférences de dépôt. Pourquoi paramétrer ces préférences de dépôt? En fait, ça vous simplifiera la vie lorsque vous effectuerez vos futurs dépôts, puisque ça pré-remplira le formulaire de dépôt en fonction de ce que vous avez renseigné. Donc, pour paramétrer vos préférences de dépôt, il faut vous rendre dans Mon espace, Mon profil. Donc ici, vous retrouvez toutes les informations relatives à votre compte. Il vous faudra descendre un petit peu et cliquer sur Préférences de dépôt ici. Comme vous pouvez le voir, je les ai déjà pré-remplies. Mais il faut savoir que vos préférences de dépôt, vous pouvez les modifier à tout moment. Donc c'est ce que je vais faire ici. Je vais cliquer sur Modifier mes préférences de dépôt. Plusieurs choix s'offrent à vous ici. Donc, vous avez dans un premier temps la possibilité de choisir si vous souhaitez voir votre formulaire en vue simple ou en vue détaillée. La vue simple vous permettra de ne faire apparaître que les métadonnées obligatoires dans le formulaire de dépôt, tandis que la vue détaillée vous permettra d'afficher tous les champs des métadonnées qui sont disponibles pour faire votre dépôt. Ici, moi j'ai choisi de garder la vue simple. Je vous montrerai lors du dépôt de fichier à quoi ressemble le formulaire en vue détaillée. Vous avez ensuite la possibilité de renseigner vos domaines de recherche. Donc ici, moi j'ai rentré physiologie et sciences de l'homme et société pour le sport, puisque le portail HAL générique ne me permet pas de rentrer le domaine sport. Vous pourrez le rentrer dans le portail de l'INSEP, par exemple, qui est un portail qui est dédié à la littérature scientifique dédiée au sport. Donc, pour ajouter un domaine dans mes préférences de dépôt, je vais cliquer sur « Afficher la liste des domaines » et plusieurs options s'offrent à moi. Donc, soit je vais dérouler l'arborescence ici et cliquer pour ajouter un domaine. Je peux tout à fait le supprimer ici. Ou je vais le rechercher par un nom ici. Voilà, et j'aurai plus qu'à le sélectionner en cliquant là. Donc ici, mes domaines sont déjà remplis. Si je le souhaite, je peux changer l'ordre de ces domaines. Voilà. Ensuite, j'ai la possibilité de cocher oui ou non pour m'ajouter comme auteur. Qu'est-ce que ça signifie? Si vous cochez oui, en fait, vous serez automatiquement ajouté comme auteur lorsque vous effectuerez un dépôt. Si vous cochez oui, vous avez ensuite la possibilité de renseigner votre affiliation. Donc ici, moi j'ai mon affiliation qui est renseignée. Si ce n'avait pas été le cas, donc vous avez une barre d'autocomplétion ici. Vous pouvez commencer à saisir votre affiliation et vous avez une liste qui s'affiche qui fait appel à notre référentiel. Vous pouvez voir qu'il y a un code couleur ici. Donc vous avez des structures en vert, des structures en jaune et des structures rouges. Ces couleurs en fait, font référence au statut des structures dans notre référentiel structure. Donc, je vais essayer de m'expliquer un peu plus. Les structures vertes, en fait, sont des structures des formes structures qui ont été vérifiées par les équipes du CCSD. Donc, ça veut dire que les métadonnées sont correctes et que la structure est actuelle. Donc, voilà. Donc, en général, si vous ne faites pas de dépôt rétrospectif, il sera préférable de choisir une structure verte. Les structures jaunes sont des structures qui ont été vérifiées par les équipes du CCSD, donc les métadonnées sont correctes,
mais il s'agit d'une forme passée d'une structure. Donc avant un changement de nom ou un changement de tutelle, par exemple. Et enfin, les formes roses ou rouges sont des formes qui ont été rentrées dans le référentiel, mais qui n'ont pas été vérifiées encore par les équipes du CCSD. Donc, si vous ne retrouvez pas votre structure, vous pouvez toujours choisir une forme structure rose. Mais si vous la retrouvez ici, nous vous conseillons de choisir une des formes jaunes ou vertes. Ouais, je vais choisir cette forme-là. Enfin, vous avez une dernière option qui est affilier les auteurs automatiquement. Oui ou non. En fait, si vous cochez non, lorsque vous effectuez un dépôt et que vous récupérez des métadonnées à partir d'un identifiant extérieur ou à partir d'un fichier, le système ne va pas chercher à affilier les auteurs qui seront récupérés. Si vous cochez oui, le système va essayer de récupérer les affiliations de vos co-auteurs et les pré-remplir dans le formulaire de dépôt. Ici, moi, je vais choisir non, parce que je préfère les rentrer moi-même à la main et que je sais que des erreurs peuvent se glisser facilement, que je ne verrai pas forcément. Donc, voilà, j'ai fini de paramétrer mes préférences de dépôt et je vais cliquer sur « Enregistrer les modifications ». Bien sûr, comme je vous l'ai précisé juste avant, vous pouvez tout à fait les remodifier en recliquant sur « Préférences de dépôt » et en cliquant sur « Modifier mes préférences de dépôt ». Voilà, je vais maintenant passer au dépôt d'une référence bibliographique. Donc, pour cela, il faut vous rendre dans « Dépôt ». Une référence bibliographique, donc, ce sera un dépôt sans fichier. Vous pouvez déposer donc, deux types de dépôts dans HAL, soit un dépôt sans fichier, soit un dépôt avec fichier. Donc ici, vous avez le formulaire de dépôt qui se décompose en quatre grandes parties. Vous avez une première partie qui est dédiée soit au fichier, soit à la récupération des métadonnées à partir d'un identifiant. Il faut savoir que cette partie elle est tout à fait optionnelle. Si vous le souhaitez, vous pouvez tout à fait cliquer sur la suite et commencer à remplir votre formulaire de dépôt à la main. Vous avez ensuite du coup une partie qui est dédiée aux métadonnées du document, donc ils vont décrire le document, et une partie dédiée aux données auteurs. Donc ici, moi, je vais récupérer mes métadonnées, donc je vais essayer de récupérer les métadonnées à partir de l'identifiant de mon dépôt. Je vais utiliser le DOI. Donc le DOI, c'est le Digital Object Identifier. Vous avez également la possibilité de récupérer des métadonnées à partir de toute cette liste d'identifiants. Voilà, donc ici, moi, je vais coller mon DOI et je vais cliquer sur « Récupérer les métadonnées ». Donc le système va essayer de récupérer les métadonnées, ce qui peut prendre plus ou moins de temps en fonction du nombre de métadonnées à récupérer. Et ici, je peux voir donc, que j'ai récupéré le titre, la date, le nom de la revue, le volume et les identifiants. Donc, je vais cliquer sur « OK ». Et ici, je peux voir que toutes les parties de mon formulaire de dépôt sont suivies d'une petite coche verte. Donc ça signifie que tous mes dépôts, toutes mes métadonnées obligatoires ont été renseignées. Cependant, comme la récupération a été faite par le système, je vais systématiquement vérifier si les métadonnées qui ont été récupérées sont correctes. Donc je vais commencer à faire ça ici et je vais cliquer donc, sur le premier volet et vérifier les métadonnées liées à mon document. Donc c'est bien un article dans une revue. Ici, mon titre en anglais a été récupéré. A priori, il a été récupéré correctement. Si j'ai le titre en français, je peux le renseigner ici. Je vais cliquer sur plus pour l'ajouter. Donc ici, je vais le supprimer parce que voilà, ça ne correspond pas. Vous pouvez renseigner les informations dans toutes les langues qui sont disponibles ici. Donc, comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup. N'hésitez pas à remplir au mieux votre dépôt. Ensuite, j'ai les domaines de recherche. Comme vous pouvez le voir, je retrouve les deux domaines de recherche que j'ai renseignés dans mes préférences de dépôt. Si je le souhaite, donc je peux en modifier l'ordre, je peux les supprimer si ça ne correspond pas, et je peux de nouveau les récupérer via la barre de recherche ou via l'arborescence ici. Ici, vous voyez donc le DOI que j'ai renseigné avant, et comme vous pouvez le voir au titre du champ des métadonnées, ce n'est pas une métadonnée obligatoire. Donc vous reconnaissez les métadonnées obligatoires parce qu'elles sont en gras, et suivies d'une astérisque rouge. Voilà, donc je vais continuer la vérification de mon dépôt. Comme vous pouvez le voir, donc je suis en vue simple, je n'ai que les métadonnées obligatoires qui apparaissent.
Tout me paraît correct. Voilà, donc maintenant, je vais procéder à la vérification de mes données auteurs. Je m'intéresserai un petit peu plus aux auteurs en eux-mêmes lors du dépôt de fichiers. Ici, je vais m'intéresser donc aux affiliations. Comme vous pouvez le voir, j'ai mon affiliation que j'avais renseignée dans mes préférences de dépôt qui est disponible. Et mes co-auteurs n'ont pas été affiliés puisque le système ne les a pas recherchés comme je lui ai indiqué dans mes préférences de dépôt. Si je le souhaite, je peux donc cliquer sur « Affilier les auteurs » et le système va essayer de récupérer les affiliations de mes auteurs. Voilà. Alors, il faut savoir que pour récupérer les affiliations, le système va se baser sur les affiliations qui ont été précédemment renseignées pour les auteurs. Ça veut dire que si un auteur a fait beaucoup de dépôts rétrospectifs parce qu'il avait envie de déposer l'ensemble de ses publications dans HAL, il est possible que l'affiliation qui a été renseignée ne corresponde pas à l'affiliation de cet article. Donc, toujours vérifier les affiliations qui ont été récupérées par le système. J'ai ensuite plusieurs options qui sont possibles pour les structures. Donc, si je clique sur « Pour cette structure », je vais avoir plusieurs options. Donc, je vais pouvoir la modifier. Ici, donc, si je veux rajouter un code UMR, par exemple, je vais pouvoir en voir les détails. Donc, ici, vous voyez que ma tutelle, c'est l'Université de Montpellier 1. Je vais pouvoir l'associer à tous les auteurs. Si tous mes co-auteurs sont affiliés à la même structure, voilà, vous voyez que ça s'est affilié à tous les auteurs. Et je vais pouvoir supprimer cette structure pour tous les auteurs. Pour rajouter une affiliation, du coup, si vous voyez donc, que les affiliations n'ont pas été récupérées, il vous suffira de la rechercher dans la barre d'autocomplétion ici, comme pour les préférences de dépôt. Stop. Et donc, vous avez de nouveau le même code couleur que celui que je vous ai indiqué avant. Donc, pour rappel, les vertes, ce sont les structures actuelles et qui ont été vérifiées par le CCSD. Les jaunes, ce sont les formes structures passées. Et rose, ce sont les formes structures qui n'ont pas été vérifiées par les équipes du CCSD. Je vais remettre celles qui étaient avant, voilà, parce que bon, dans tous les cas, ce n'est pas un vrai dépôt. La différence aussi entre les formes structures vertes et jaunes et les formes structures rouges, c'est que comme elles ont été vérifiées par les équipes du CCSD, vous ne pourrez pas modifier les métadonnées. Vous voyez ici, modifier, ce sera grisé. Toutes les autres options restent cependant disponibles. Donc, si vous souhaitez affilier à tous les auteurs, si vous souhaitez supprimer à tous les auteurs, etc. Il est également possible d'affilier un co-auteur en cliquant sur l'affiliation et en la faisant glisser sous le nom de mon co-auteur. Voilà. Donc, voilà pour tout ce qui est des structures. J'en ai fini sur ce point-là, donc je vais pouvoir valider mon dépôt. Ici, j'ai un message qui m'indique que mon document est peut-être déjà présent dans HAL. Lorsque je reçois ce message d'alerte, je vais mettre sur pause mon dépôt et je vais systématiquement vérifier que le dépôt qui est déjà existant sur HAL n'est pas un doublon. Donc, comment faire ça? En fait, je vais cliquer sur le lien ici, qui va me renvoyer vers le dépôt. Et donc, je vais voir que ça semble être le même dépôt. Donc, je vais essayer de ne pas le redéposer. Donc, dans ces cas-là, il va falloir que vous fassiez une demande de propriété. Bon, ici, c'est moi qui ai déposé le dépôt, donc ça explique que vous n'avez pas le bouton « Demander la propriété ». Mais lorsque vous arrivez sur le dépôt, vous aurez un bouton « Demander la propriété » qui sera ici dans le footer. Il vous suffira de cliquer dessus pour demander la propriété. Et une fois que votre demande aura été acceptée, le dépôt apparaîtra dans mon espace « Mes dépôts ». Vous pouvez également faire une demande de partage de propriété depuis mon espace « Mes partages de propriété ». Mais je vous montrerai ça rapidement en fin de présentation. Donc là, pour le bienfait de la présentation, je vais ignorer ce message, puisque de toute façon, c'est le bac à sable. Ce n'est pas le portail HAL générique, donc je vais cliquer sur « Déposer ». Voilà, donc le dépôt s'enregistre. Et comme nous sommes en pré-production, nous n'envoyons pas de mail, mais on vous donne un aperçu des mails que vous recevrez lorsque vous effectuerez un dépôt. Donc ici, le mail vous rappellera l'URL sur laquelle vous pourrez retrouver votre dépôt. Si je clique dessus, voilà, je retrouve le dépôt que je viens de réaliser. Vous retrouvez donc la citation, l'identifiant HAL. L'identifiant HAL est important puisqu'il vous permet donc de réaccéder, comme vous pouvez le voir en fait, avec l'URL.
de réaccéder au dépôt et c'est l'identifiant qu'il faudra nous fournir si jamais vous avez un problème avec votre dépôt et que vous souhaitez nous contacter au support. Donc, à garder en tête. Et voilà, donc c'est tout ce que ce mail vous rappelle. Je vais maintenant passer au dépôt d'un fichier. Donc, je vais recliquer sur dépôt. Et pour le dépôt de ce fichier, je vais afficher la vue détaillée. La vue détaillée est intéressante lors du dépôt de fichier, puisqu'elle vous permet d'accéder à des métadonnées intéressantes par rapport au fichier auquel vous n'avez pas accès depuis la vue simple. Donc, je vais vous montrer. D'abord, je vais déposer le fichier et après, je vais vous montrer la différence entre les deux. Donc, pour déposer le fichier, vous avez 3 options. Ici, il n'y en a que 2 puisque c'est l'espace de pré-production, donc le bac à sable. Vous pouvez soit sélectionner le fichier directement depuis votre arborescence de l'ordinateur. Vous pouvez soit saisir l'URL du fichier à récupérer. Si vous voulez récupérer un fichier de cette manière, il faudra faire attention à ce que le site sur lequel vous allez pour récupérer le fichier ne soit pas protégé. C'est-à-dire que si vous devez vous identifier sur le site avec un login et un mot de passe, le système ne parviendra pas à récupérer le fichier que vous tentez de télécharger. Et enfin, donc dans l'interface HAL, donc dans le portail HAL, vous avez ici un bouton qui vous permet d'accéder à votre espace FTP. L'espace FTP est utile si vous souhaitez déposer des documents lourds, comme des vidéos par exemple, si vous souhaitez déposer une conférence. Voilà, vous avez dans notre documentation tout un article là-dessus. Je vous montrerai aussi en fin de présentation si vous le souhaitez. Ici, moi, je vais sélectionner mon fichier de cette manière. Donc, je vais récupérer mon fichier. Hop. Comme vous pouvez le voir, j'ai renommé mon fichier et j'ai supprimé les accents, tous les caractères spéciaux pour éviter qu'il y ait des problèmes. Et le système a récupéré donc, mes métadonnées, titre, volume, identifiant, mot-clé, date, journal. Je vais vous montrer la vue simple du formulaire pour que vous voyez la différence. Donc ici, comme vous pouvez le voir, depuis la vue simple du formulaire, j'ai simplement mon nom de fichier avec une petite icône de fichier. Cependant, si j'affiche la vue détaillée, j'ai beaucoup plus d'informations et qui sont notamment utiles lorsque vous déposez un fichier en rapport avec la politique de votre éditeur, puisqu'ici, vous avez la possibilité de renseigner l'origine. Donc, est-ce que c'est un fichier auteur ou est-ce que c'est un fichier éditeur? Et donc, si c'est un fichier éditeur, d'indiquer que l'éditeur fait partie de ceux qui autorisent le dépôt des fichiers sur une archive ouverte, soit que vous avez obtenu l'accord explicite de l'éditeur pour ce dépôt en particulier, soit que l'institution a financé les frais de publication pour que cet article soit en libre accès. Donc c'est très, très intéressant à renseigner cette métadonnée, puisque si vous déposez en vue simple, en fait, vous allez déposer un fichier éditeur, vous mettrez que c'est un fichier auteur, et on ne pourra pas savoir donc, si vous avez eu les droits de l'éditeur ou pas. Donc, en l'occurrence, j'ai obtenu l'accord explicite de l'éditeur pour ce dépôt en particulier, donc c'est l'option que je vais choisir. J'ai ensuite la possibilité de choisir le format. Donc, document, voilà, là, en l'occurrence, c'est un document PDF, donc je vais garder ce format-là. Je peux choisir donc fichier source, si je dépose un Word ou si je dépose les sources tech, LaTeX, si je veux faire un dépôt vers archive. Et enfin, les données supplémentaires. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je vais mettre un autre document pour que vous puissiez voir. Voilà, donc là, ici, j'ai un document principal qui est celui-ci. Et j'ai un document qui est placé en données supplémentaires ici. Si je le souhaite, je peux mettre un embargo sur les fichiers, donc dans la limite de 2 ans. Si jamais vous oubliez de mettre l'embargo, l'équipe de modération le mettra ou essaiera de vous le mettre. Et le cas échéant, vous pourrez toujours contacter le support pour que nous vous le mettions une fois que le dépôt est en ligne. Vous avez ensuite la possibilité de rajouter un commentaire sur le fichier. Par exemple, le titre a changé depuis la publication, ou une licence, ici. Et pour les données supplémentaires, vous avez un petit peu plus d'options, puisque vous pouvez indiquer de quel type d'annexe il s'agit, images, posters, présentations, son, etc. S'il s'agit d'une annexe principale ou non, si par exemple vous en déposez plusieurs, qu'il y a plusieurs images, et encore une fois, la licence. Donc là, en l'occurrence, ce fichier ne me concerne pas, il n'a rien à faire sur le dépôt, donc je vais le supprimer.
et je vais passer à la suite de ma présentation. Comme vous pouvez le voir, toutes les coches sont de nouveau vertes et cochées, donc ça veut dire que toutes mes métadonnées ont été récupérées. Donc je vais encore une fois systématiquement vérifier si les données ont été récupérées correctement. Donc je vais cliquer ici et je vais de nouveau passer en vue détaillée pour que vous puissiez voir la différence. Bon, alors il y a eu un petit problème parce que tout s'est effacé, donc c'est les joies de la pré-production et du bac à sable. Donc je vais récupérer mon titre de fichier. Je vais le réindiquer ici. Ensuite, je n'ai pas le titre en français, enfin le sous-titre en français ou en anglais, donc je n'ai pas besoin de le renseigner. Encore une fois, vous avez toutes les langues qui sont disponibles. Ici, donc, voilà, maintenant, du coup, je vais pouvoir vous le montrer. Si votre domaine n'est pas indiqué, vous pouvez le rechercher de nouveau ici. Donc, si par exemple, je veux rajouter mes SHS, ou si je veux rajouter donc physiologie, voilà. Donc, il me suffit de cliquer pour le rajouter. Mon résumé, donc, je ne l'ai pas récupéré, mais il n'est pas obligatoire, donc ce n'est pas un souci. Donc voilà, j'ai tous ces champs d'identifiants qui sont rajoutés que vous ne pouviez pas voir avant, donc les mots-clés, les identifiants, la langue du document, les données associées, etc. Et ici, je vois qu'il me manque mon nom de revue. Donc, je vais saisir un nom de revue que je connais. Bon, ça ne correspond pas au fichier que je dépose, mais c'est pour vous montrer le code couleur de nouveau. Donc ici, vous pouvez voir que j'ai de nouveau accès au même code couleur que précédemment pour les structures. Bon, ici, j'ai que des structures vertes. Voilà, des structures des revues vertes, jaunes et rouges. Donc ça correspond, ça a la même signification que pour les structures. Donc les revues vertes sont des formes de revues qui ont été validées par les équipes du CCSD et qui sont actuelles. Les formes jaunes sont des formes qui ne sont plus actuelles, donc après un changement d'éditeur par exemple, ou un changement de nom. Et les formes roses ou rouges sont des formes qui ont été ajoutées et qui n'ont pas été vérifiées par les équipes du CCSD. Si vous ne retrouvez pas votre revue dans la liste qui se présente ici, vous pouvez toujours cliquer sur « Nouveau » juste en dessous de la barre d'autocomplétion. Et ça vous ouvrira donc un formulaire de création de revue. Donc vous indiquerez le titre obligatoirement et si vous avez cette information, l'ISSN et l'éditeur. Donc moi, je vais ressaisir un titre pour vous montrer que normalement, depuis l'interface de dépôt, vous avez accès à des informations sur la politique d'auto-archivage. Donc, comme vous pouvez le voir, le bouton vient de disparaître. Mais vous avez en fait normalement un bouton politique d'auto-archivage. Donc, si vous cliquez dessus, ça vous donnera un aperçu de ce que l'éditeur autorise en matière de dépôt en archives ouvertes. Je vais aller vous montrer sur HAL générique à quoi ça ressemble pour que vous puissiez voir. Alors, je retourne dans mes revues. Alors, je saisis de nouveau mon titre de revue. Bon, décidément, ça ne veut pas, donc je vais essayer de choisir une autre revue. Je vais choisir celle-là, par exemple. Voilà. Ici, j'ai un bouton politique d'auto-archivage, et si je clique dessus, je peux voir que j'ai l'autorisation de déposer mon préprint, que je peux déposer le post-print après 12 mois d'embargo, et que je peux publier la version éditeur, donc avec la mise en page de l'éditeur, si j'ai payé les frais, donc si l'institution a payé les frais de publication. Si ce bouton politique d'auto-archivage n'apparaît pas, donc comme ça a été le cas ici, vous pouvez toujours faire des recherches sur le site Sherpa Romeo, qui est un site qui référence en fait les différentes les politiques de votre éditeur en matière de dépôt en archives ouvertes. Donc, il vous suffira de saisir le titre ou l'ISSN ici, ou le nom de l'éditeur, et de faire rechercher, et vous aurez accès donc, à la politique de votre éditeur. Si malgré tout vous ne retrouvez pas la politique de votre éditeur, nous vous conseillons de le contacter directement pour savoir si vous avez l'autorisation ou non de déposer votre article dans l'archive.
Voilà, donc ensuite j'ai ma date de publication qui a été récupérée. J'ai toutes ces métadonnées-là qui se rajoutent, qui ne sont pas obligatoires, comme vous pouvez le voir avec le titre des champs ici. Et j'ai deux métadonnées optionnelles donc, qui se rajoutent ici, mais qui sont intéressantes puisqu'elles font également appel à nos référentiels. Ce sont les projets ANR et les projets européens. Donc si par exemple je commence à saisir un titre, vous voyez que j'ai de nouveau accès au code couleur, donc qui signifie toujours la même chose, vert pour les formes de projets qui sont en cours et qui ont été vérifiées, jaune normalement s'il y en a pour les projets qui ont été vérifiés, donc qui sont corrects au niveau des métadonnées mais qui ne sont plus actuels, donc qui ont été terminés, et rose pour les projets qui n'ont pas été vérifiés. Encore une fois, vous pouvez créer un nouveau projet si vous ne retrouvez pas le vôtre en cliquant sur « Nouveau », en rentrant l'acronyme obligatoirement, le code et le titre. Voilà, donc c'est la même chose pour les projets européens ici. Si le système veut bien me récupérer mes projets européens. Voilà, donc vous avez toujours le même code couleur, vert, jaune et rouge. Ouais, bon. Je ne vais pas trouver grand-chose avec Azerty, mais je pense que vous avez compris le principe. Donc vert, toujours les entrées vérifiées et actuelles. Jaune, les entrées vérifiées et passées. Et rose, les formes qui n'ont pas été vérifiées. Je vais maintenant passer à la vérification de mes données auteurs. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai mes 4 auteurs qui ont été récupérés. Qu'est-ce que je peux faire avec ces formes auteurs? Donc, si maintenant le système a récupéré, par exemple, là, comme j'ai déposé mon fichier, il est possible que le système ait récupéré des noms d'auteurs avec une virgule, par exemple, ou complètement accolé. Donc, si maintenant vous voyez une faute dans un nom d'auteur, vous pouvez faire, donc, pour cet auteur, modifier. Vous arrivez sur cette page et vous pouvez modifier le nom de l'auteur, par exemple. Je vous clique ensuite sur « Enregistrer » et ça change la forme du nom d'auteur. C'est intéressant, donc comme je vous l'ai dit, si le système récupère des virgules, si le système accole le nom, le prénom, ou si par exemple vous ne souhaitez pas vous identifier de cette manière-là. Vous pouvez changer l'ordre des auteurs via la petite flèche crantée ici. Vous cliquez et vous glissez pour changer l'ordre des auteurs, comme ça. Et vous pouvez supprimer les auteurs, si par exemple cet auteur n'a rien à faire là. Vous avez aussi la possibilité de choisir sa fonction. Voilà, donc vous pouvez choisir s'il est auteur correspondant, directeur de publication, collaborateur, traducteur, etc. Bon, ici, comme on est dans le bac à sable, vous avez ici des petits problèmes de mise en page, mais ce ne sera pas comme ça sur l'interface HAL de manière générale. Et donc, si vous avez un des auteurs qui n'a pas été récupéré, vous pouvez le récupérer en le tapant dans la barre de recherche ici. Donc, je vais chercher un auteur ici. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez un code couleur de nouveau. Sauf que cette fois-ci, ce code couleur n'a pas exactement la même signification que pour les structures et pour les revues. Donc en fait, ici, ce code couleur, si maintenant je clique sur la première forme, vous voyez que ici j'ai idéal Nathalie Grandin. Donc ça signifie que l'auteur a créé son idéal et qu'en fait, les codes couleurs font référence aux formes auteurs qui sont liés à son idéal. Donc, qu'est-ce que l'idéal? Pour rappel, je ne sais pas si vous le savez ou pas, donc l'idéal, c'est un identifiant chercheur qui est géré par la plateforme HAL et qui permet à un utilisateur authentifié, connu comme auteur dans HAL, de rassembler toutes les formes auteurs sous lesquelles il a pu être identifié. Donc, par exemple, Nathalie Grandin, Nathalie Grandin-Marché, N.Grandin, etc. Et de faire en sorte que toutes ces formes auteurs soient rassemblées sous un identifiant, donc qui est l'idéal, donc ici, idéal Nathalie Grandin. Donc, lorsque je fais une recherche d'auteur, le code couleur m'indique que ici, la forme auteur verte est la forme que l'auteur a choisie par défaut, donc c'est la forme sous laquelle il préfère être identifié. Les formes auteurs jaunes correspondent à des formes auteurs secondaires qui ont été rattachées à l'idéal. Donc, si vous utilisez ces formes auteurs, le dépôt remontera dans l'idéal de la personne, mais ce n'est pas la forme auteur qu'elle préfère. Et enfin, lorsque des formes auteurs rose, rouge
existent, ce sont des formes auteurs qui n'ont pas été liées à un idéal. Si vous savez que votre co-auteur a créé un idéal, donc de préférence, choisissez une forme auteur verte. Donc là, en l'occurrence, mon auteur ne correspond pas à ce dépôt, donc je vais le supprimer ici. Ici, comme vous avez pu le voir, j'ai affiché toutes les options, donc je suis dans le formulaire détaillé. Et j'ai aussi la possibilité, du coup, de rajouter des auteurs de 3 autres façons différentes. Donc, je peux ajouter une liste d'auteurs si je clique ici. Donc ici, il vous suffira de saisir à votre liste d'auteurs, donc nom, prénom, virgule, nom, prénom, etc. De bien choisir la forme nom-prénom et pas prénom-nom, sinon vous allez créer des formes auteurs inversées avec le prénom à la place du nom, etc. De bien choisir votre séparateur et de choisir si vous souhaitez rechercher une affiliation pour chaque auteur ou non. Vous avez la possibilité de rechercher des auteurs par structure. Je vais chercher des auteurs qui sont affiliés à l'INSEP, par exemple. Si je clique ici, le système va essayer de récupérer tous les auteurs donc, qui se sont affiliés à l'INSEP. Ça peut être intéressant si vous travaillez régulièrement avec des co-auteurs qui appartiennent à la même structure que vous. Bon, ça prend un petit peu de temps, donc je vais passer à la suite. Mais ici, vous aurez donc voilà, la liste des auteurs que vous pourrez sélectionner et ajouter à votre dépôt. Enfin, vous avez mes auteurs. Donc, ici, mes auteurs, ça correspond aux auteurs pour lesquels vous avez déjà effectué un dépôt avant. Par exemple, juste avant, j'ai déposé une référence bibliographique. Je vais retrouver donc les auteurs qui correspondent à cette référence bibliographique. Cette option peut être utile si vous travaillez régulièrement avec les mêmes co-auteurs qui n'ont pas été récupérés par le système, donc vous pouvez les récupérer par ici. Voilà, donc toutes mes métadonnées sont correctes, j'ai tout vérifié. J'ai une nouvelle fois un message qui m'indique que le dépôt est peut-être déjà présent dans HAL. Donc, je vais vérifier encore une fois que le dépôt n'est pas le mien. Bon, alors là, il existe déjà, effectivement. Je vais pas le... Ah non, c'est pas exactement le même. Bon, je suis pas tout à fait sûre, mais dans le doute, je vais vérifier un petit peu plus et je vais vérifier si l'article correspond à celui que je suis en train de déposer ou pas. Ici, comme c'est pas moi qui l'ai déposé, je vais pouvoir vous montrer le bouton « Demander la propriété ». Donc, si je clique ici, je vais pouvoir mettre « Je suis co-auteur », par exemple. Cliquez sur « Envoyer la demande ». Et une fois que la demande aura été acceptée, je retrouverai le dépôt dans mon espace Mes dépôts. Donc, pas besoin de le redéposer pour éviter de créer des doublons. Entre parenthèses, si vous repérez un doublon sur la base de données ou si vous en créez un par erreur, vous pouvez nous écrire au support en nous donnant les identifiants des 2 dépôts. Donc, l'identifiant, pour rappel, c'est ça, là. Et nous nous chargerons donc de fusionner les dépôts. Ensuite, donc, ici, comme c'est un fichier, j'ai 2 options qui apparaissent en plus. C'est la possibilité donc, de transférer mon dépôt sur Archive ou sur PubMed Central. Donc ici, je peux voir que mon dépôt ne correspond pas aux conditions de transfert, ni pour l'un ni pour l'autre. Je vais pouvoir cliquer sur « Voir les conditions de transfert » pour voir ce que je dois réaliser pour pouvoir transférer mon dépôt. Donc ici, je vois que pour transférer mon dépôt sur Archive, je vais obligatoirement devoir déposer un fichier en anglais et déposer les sources, puisque mon fichier a été créé avec LaTeX. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, en vert, ce sont les conditions que vous avez réalisées, et en rouge, ce sont celles que vous devez réaliser pour effectuer le transfert. J'ai ensuite un message de rappel sur les conditions de dépôt dans HAL, qui sont, donc je le rappelle, j'autorise HAL à mettre en ligne et distribuer cet article. Je reconnais avoir pris connaissance que les dépôts ne peuvent pas être supprimés une fois acceptés, et je comprends que HAL se réserve le droit de reclasser ou de rejeter tout dépôt. Je vais accepter ces conditions et cliquer sur « Déposer ». Donc, encore une fois, la pré-prod n'envoie pas de mail, mais j'ai l'exemple de mail qui m'est envoyé une fois que j'ai réalisé mon dépôt. C'est quasiment le même que pour la référence bibliographique, sauf qu'ici, vous avez une mention en plus qui vous indique que votre fichier va maintenant être contrôlé. Donc, ça signifie qu'il ne sera pas mis en ligne tout de suite, comme je vous l'ai indiqué au début de ma présentation, et qu'il va être vérifié par l'équipe de modération, ce qui peut prendre plus ou moins de temps. Voilà, donc ensuite je vais vous présenter mon espace Mes dépôts. Donc c'est là que vous retrouverez tous les dépôts que vous avez réalisés. Cet espace se divise en 4 grandes parties, donc qui correspond aux différents statuts de vos dépôts. Ici, j'ai un premier
une première partie qui s'intitule « Documents en attente de modification ». Cette partie correspond aux dépôts que j'aurais réalisés avec fichier, qui ont été vérifiés par l'équipe de modération et pour lequel l'équipe de modération m'a fait un retour. Donc là, j'ai le message de l'équipe de modération qui m'indique que mon fichier est un fichier produit par l'éditeur et qui me demande si j'ai l'autorisation pour mettre ce dépôt en ligne. Donc j'ai plusieurs options possibles ici. Donc pour agir sur le dépôt, il va falloir que je le coche ici et que je choisisse l'action sur Outils. Donc je vais pouvoir voir mon dépôt, je vais pouvoir le modifier. Si par exemple, effectivement, j'ai l'autorisation de mon éditeur, je vais pouvoir modifier mon dépôt et l'indiquer ici. Je vais également pouvoir répondre au modérateur. Si j'estime que non, ce n'est pas un fichier éditeur, c'est un fichier auteur, j'ai juste utilisé le template éditeur, je vais pouvoir cliquer sur répondre et indiquer au modérateur que c'est bien un fichier auteur. Et enfin, donc je peux supprimer mon document puisqu'il n'a pas encore été mis en ligne. J'ai ensuite les documents en attente de vérification. Donc ces documents correspondent aux dépôts que j'ai réalisés avec fichier qui doivent être vérifiés par l'équipe de modération. J'ai peu d'options pour ces documents-là. Je vais simplement pouvoir les voir ou les supprimer. C'est pour éviter qu'il y ait une interaction sur le dépôt au moment où le modérateur est en train de le vérifier. Vous avez ensuite les documents en ligne. Donc les documents en ligne, ça correspond aux dépôts avec fichier qui ont été mis en ligne par l'équipe de modération. Pour ce dépôt, vous avez beaucoup plus d'options possibles. Donc vous pouvez les voir. Vous pouvez modifier les métadonnées. Si par exemple, vous aviez mis apparaître et que votre article a été publié depuis, vous pouvez modifier les métadonnées et indiquer la date de publication. Vous pouvez déposer un fichier annexe, si vous le souhaitez. Si vous déposez un fichier annexe, il faut savoir qu'avant d'être mis en ligne, il sera vérifié par l'équipe de modération. Vous pouvez déposer une nouvelle version du fichier. Si par exemple, vous avez déposé un préprint et qu'après, vous souhaitez déposer en V2 l'article publié, vous pouvez faire déposer une nouvelle version. Vous avez la possibilité de lier la ressource à d'autres dépôts. Ça peut être intéressant si vous déposez par exemple plusieurs chapitres d'un même ouvrage. Vous pourrez lier les dépôts entre eux et faire en sorte que sur la page du dépôt, les utilisateurs voient que ce dépôt appartient à un tout qui est l'ouvrage, tel ouvrage par exemple. Ensuite, vous pouvez utiliser comme modèle, si vous cliquez là-dessus, ça va pré-remplir le formulaire de dépôt avec les informations que vous avez remplies sur ce dépôt-là. Encore une fois, ça peut être utile pour les chapitres d'ouvrage par exemple, ou pour des articles similaires. Enfin, vous pouvez partager la propriété de votre dépôt à vos co-auteurs, pour éviter qu'ils créent des doublons, par exemple. Lorsque vous cliquez sur « Partager la propriété », vous êtes renvoyé sur « Mon espace, mes partages de propriété », auquel vous pouvez accéder ici. Et vous pouvez juste rechercher votre utilisateur. Donc, je vais chercher quelqu'un au hasard. Vous voyez la liste des utilisateurs ici. Il vous suffira de sélectionner un auteur et de cliquer sur « Partager la propriété ». Il est également possible de demander la propriété d'un dépôt en saisissant l'identifiant du dépôt qui se présente de cette manière, je le rappelle, en indiquant « Je suis co-auteur » par exemple, et en envoyant la demande. Je vais retourner dans mon espace mes dépôts pour vous montrer la dernière catégorie, qui est donc les références bibliographiques en ligne et qui correspond aux dépôts que j'ai réalisés sans fichier et qui sont actuellement en ligne. Pour ces dépôts-là, j'ai les mêmes options que pour les documents en ligne. La différence que ceux-là, je peux les supprimer puisqu'ils ne contiennent pas de fichier. Voilà, donc j'en ai terminé avec cette présentation des dépôts et de la gestion des dépôts de manière générale. Je vais vous montrer rapidement comment lier votre compte HAL à votre compte ORCID et comment faire en sorte de compléter votre ORCID avec vos dépôts dans HAL. Donc, en fait, pour envoyer des documents dans ORCID, il vous suffira de vous rendre dans mon espace, envoyer des documents sur ORCID. Et ici, vous arriverez sur cette page qui vous demandera de vous identifier. Donc ici, moi, je n'ai pas de code de compte ORCID, malheureusement. Mais vous arrivez donc sur la page d'identification, il vous suffira de vous identifier, de cliquer ici, et ce sera connecté. Je vais vous montrer sur mon PowerPoint à quoi ça ressemble. Donc voilà, ici, vous avez la page sur laquelle j'étais juste avant. Donc, une fois que vous vous êtes identifié, vous arriverez sur une page de recherche qui se basera donc sur votre nom, prénom.
Et vous aurez donc la liste de vos documents. Si vous avez déjà ce document présent sur ORCID, ce sera indiqué présence sur ORCID. Mais si vous avez effectué des modifications, vous avez une petite flèche bleue ici. Si vous cliquez dessus, ça vous permettra de mettre à jour votre dépôt sur ORCID en fonction du dépôt dans Anne. Pour les dépôts qui ne sont pas encore sur ORCID, vous pouvez cliquer sur « Envoyer vers ORCID », qui vous permettra de les transmettre sur ORCID. Si vous souhaitez les transférer en masse, il vous suffira de les cocher ici et d'aller sur « Outils »,« Envoyer à ORCID ». Voilà. Vous pouvez également envoyer des publications sur ORCID depuis Mon espace mes dépôts en les cochant ici et en cliquant sur « Envoyer sur ORCID » ou en faisant « Outils »,« Envoyer des documents sur ORCID ». Et enfin, il est possible de le faire directement depuis les publications HAL. Donc ici, vous êtes sur la notice, comme vous pouvez le voir. Et vous avez, donc soit le document est déjà présent sur ORCID, vous avez un bouton « Mettre à jour sur ORCID », soit le document n'y est pas encore. Et dans ce cas-là, vous avez un bouton « Ajouter à ORCID ». Voilà, donc j'en ai fini avec ORCID. Je vais faire un point rapide sur l'identité numérique, les identifiants chercheurs, et du coup sur l'intérêt de créer son idéal, donc qui est un identifiant chercheur qui est géré par HAL. Donc pour rappel, l'identité numérique, c'est l'ensemble des traces que vous laissez sur Internet, consciemment ou non, et qui apparaît donc remixée par les moteurs de recherche. Cette identité numérique, donc, elle est consciente et inconsciente, et il est nécessaire pour le chercheur de maîtriser cette présence numérique pour qu'elle soit cohérente et pour qu'elle vous ressemble en fait. Puisqu'une présence incohérente peut porter préjudice. Ça peut être utile aussi si vous avez des homonymes, plus votre identité numérique sera construite et moins il sera possible de vous confondre. Donc, pour rappel, les identifiants chercheurs, c'est des codes qui sont attribués à un chercheur et qui permettent de les lier de manière univoque à leurs travaux. Donc, ça peut être utile, donc, par exemple, sur HAL, pour qu'on vous identifie bien comme auteur de tel ou tel document. Ces identifiants chercheurs jouent un rôle important dans la construction de l'identité numérique, puisqu'ils sont le point d'entrée qui permet aux chercheurs d'être identifiés de manière unique et dans le même temps de communiquer sur ses travaux. Donc l'idéal, comme je vous l'ai indiqué lors de ma présentation, c'est un identifiant chercheur unique qui est géré dans HAL et qui permet à un utilisateur authentifié, donc connu comme auteur dans HAL, de regrouper toutes ses publications, quelles que soient les formes sous lesquelles son nom a pu être saisi. L'idéal vous permet de vous distinguer d'homonymes, puisque comme je vous l'ai montré sur le dépôt, si vous créez votre idéal, votre nom sera en vert, au contraire d'homonymes qui n'auront pas créé leur idéal, par exemple, qui verront leur nom en rouge. L'idéal vous permet aussi de créer votre CV sur HAL. Je vais vous montrer ça rapidement. Et oui, c'est tout en fait. Donc pour créer votre idéal, ça se fera depuis Mon espace, mon profil. Créer mon idéal. Alors, je ne vais pas vous montrer la création de l'idéal en direct parce que c'est un petit peu long. Mais si vous le souhaitez, on propose des formations au CCSD qui sont dédiées à ça. Et donc, ils vous apprendront à associer vos formateurs à votre idéal pour que toutes vos publications remontent au même endroit et à créer votre idéal, votre CV HAL, pardon. Alors, je vais essayer de me souvenir d'un des... Bon, je vais peut-être chercher un CV HAL. CV de Nicolas Durand, par exemple, pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. Bon, si ça charge. En gros, le CV HAL vous permettra de faire remonter sur une seule page tous les dépôts qui sont liés à votre formateur, enfin, qui sont liés au formateur, qui sont liés à votre idéal. Donc ça peut être utile pour rassembler à un seul endroit toutes vos publications plutôt que de passer par la recherche HAL. Ça n'a pas l'air de vouloir charger. Bon, je vais présenter les portails rapidement. Ah si, voilà. Donc, voilà un exemple de CV. Avec ici, donc vous voyez que le chercheur a renseigné ses différents identifiants chercheurs. Vous avez son idéal, son IDRF, son ORCID ici. Il a décidé de choisir, enfin de transmettre son identifiant ResearchGate aussi. Vous avez tous les dépôts qui sont liés à son idéal ici, des mots-clés, des co-auteurs, etc. Et vous pouvez donc modifier votre CV, l'apparence de votre CV avec les thèmes qui sont proposés par défaut par HAL, ou si vous connaissez un petit peu en HTML, CSS, vous avez la possibilité de rentrer une feuille de style et donc de faire un CV
un CV qui vous ressemble un petit peu plus. Voilà, maintenant je vais terminer ma présentation par un point sur les portails rapidement. Donc comme je vous l'ai présenté en tout début de présentation, en fait les portails, c'est une fonctionnalité de HAL qui permet de rassembler tous les dépôts qui appartiennent à une institution. Donc là, par exemple, je suis sur le portail de l'INSEP. Ce portail va rassembler tous les dépôts pour lesquels les chercheurs sont affiliés à l'INSEP ou à des laboratoires qui sont eux-mêmes affiliés à l'INSEP. Donc l'objectif des portails, c'est d'optimiser la visibilité scientifique et technique des dépôts de leur institution, de mettre en valeur ces travaux et de mettre en valeur les chercheurs qui sont affiliés à cette institution. Ces portails sont intéressants puisque, par exemple, dans le cas de l'INSEP, vous avez des métadonnées supplémentaires que vous pouvez renseigner lors du dépôt. Comme, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais en tout début de présentation, je vous indiquais que mon chercheur Franck Brochery était chercheur en physiologie du sport. Donc, dans le portail générique HAL, j'avais la possibilité de renseigner physiologie, mais pas physiologie du sport. Ici, c'est le portail de l'INSEP, donc spécialisé dans les dépôts scientifiques en rapport avec le sport. Donc, si je vais sur dépôt et que je vais chercher à renseigner un domaine, vous voyez, j'ai sport ici que je vais pouvoir renseigner. Voilà. J'en ai fini avec ma présentation générale. Donc, si vous le souhaitez, je reste à votre disposition pour toutes les questions que vous pouvez avoir. Ok, merci Léa. Donc, merci pour la présentation, très complet. Je vais enchaîner sur une première question. Pendant ce temps, si d'autres personnes veulent poser des questions, rappelez-vous, vous pouvez les poser, soit prendre la parole en activant votre micro et votre vidéo, soit en posant directement une question sur le chat de Zoom. Alors, moi, la question que j'ai à te poser, c'est que là, on a vu les choses très, très en détail. Pour essayer de convaincre les chercheurs qui ont peut-être déjà beaucoup d'articles et qui ont beaucoup de retard sur leur dépôt HAL, une fois qu'on en a fait 2, 3, 4, en moyenne, combien de temps ça prend de faire un dépôt si on a le PDF, etc. Parce que là, on a passé beaucoup de temps à le faire. Donc, ça peut donner un peu l'impression aux chercheurs qui auraient, je ne sais pas, une vingtaine d'articles de retard, de dire, oh, ça va être trop long, ça va prendre trop de temps, du coup, je ne vais pas le faire. En fait, c'est très rapide parce qu'une fois qu'on a compris les bases, en fait, il suffit d'aller rapidement sur le dépôt. Je vais récupérer mon fichier en 2 secondes. Là, j'ai mon fichier. Là. Voilà. Ça charge. J'ai mes métadonnées donc, qui vont se charger. J'ai qu'à vérifier. Bon, là, il m'en manque un petit peu. C'est un mauvais exemple. Mais bon, voilà, j'ai tout qui est vérifié. Il me manque juste mon domaine. Donc, je connais mon domaine. Je vais rentrer ça au hasard. Et hop, voilà. Il me manque juste le nom de la revue que je vais rentrer en 2 secondes. Pareil, il me suffira de valider en fait. Là, j'ai mis un petit peu de temps parce que j'ai détaillé les différents champs des métadonnées qui existent. J'ai détaillé l'état des référentiels, donc les couleurs que vous verrez apparaître. Mais si vous passez tout ça, en fait, c'est fait en maximum 5 minutes. Ouais, ok. Et question, est-ce que des fois, copier-coller le DOI, c'est pas plus rapide que balancer le PDF? C'est-à-dire copier-coller le DOI pour qu'automatiquement tout soit rempli plus facilement? Parce que si j'ai bien compris, en gros, quand on a le DOI, les métadonnées elles sont plus facilement chargées parce qu'elles sont récupérées par des bases de données que vous avez vérifiées. Et ensuite, Ouais. rajouter le fichier par-dessus. Si, bah, effectivement, ça peut être une solution et c'est effectivement plus rapide parce que bah, les métadonnées qui sont récupérées sont effectivement plus souvent complètes et il y aura moins de risque que le système ait récupéré de mauvaises métadonnées. Et du coup, en fait, une fois que vous avez déposé votre référence bibliographique, vous pourrez déposer le fichier par la suite. Et effectivement, ça sera plus rapide. Après, si vous souhaitez ne pas déposer le fichier, vous pouvez aussi ne pas le déposer et déposer uniquement la référence bibliographique, ce qui sera effectivement plus rapide. Ok, et sur ce point-là, juste pour compléter, si jamais je dépose ma référence sans le fichier, après d'ailleurs, je vais avoir possibilité, par exemple, si là, je veux faire toutes mes références, et puis après, je prendrai le temps d'aller récupérer les PDF selon les embargos, etc., etc., et je le ferai une deuxième fois, j'ai la possibilité, tu nous l'as montré, de rajouter le fichier à une référence déjà donnée. C'est ça. Donc ça, je peux le faire soit depuis mon espace mes dépôts. Donc là, je vais dans référence bibliographique, je coche le dépôt auquel je veux ajouter un fichier et je vais choisir dans outils ajouter un fichier.
Et là, donc, je vais juste rajouter mon fichier, ça passera par la modération. Et une fois que ce sera mis en ligne, ce sera mis en ligne. Ok, Voilà. j'ai 2 personnes qui ont levé la main, donc je vais les autoriser à réactiver leur micro. Alors, je vais donner, on va être galant, d'abord la parole à Valérie. Désolé, Vincent. Oui, bonjour, merci pour la présentation. Je voulais savoir, en fait, quand on est un co-auteur d'une revue qui a déjà été rentrée par l'auteur principal, en plus, on a changé d'institution. L'article, il est rentré, par exemple, sur un certain portail, mais moi, je voudrais le ramener sur mon portail également. Donc, j'appuie sur propriété, demander la propriété, et je mets que je suis co-auteur. C'est ça. En fait, une fois que vous avez demandé la propriété du dépôt et que la propriété vous a été accordée, vous retrouverez le dépôt dans mon espace. Et pour rajouter votre affiliation, en fait, il vous suffira de cliquer sur le dépôt, de faire modifier les métadonnées et de renseigner votre affiliation dans la partie compléter les données auteurs. Donc, si vous rajoutez votre affiliation, donc si par exemple vous souhaitez que le fichier apparaisse dans le portail de l'INSEP, vous remplissez l'affiliation INSEP et le lendemain, donc le temps que l'indexation se fasse, le dépôt remontera bien sur le portail. Donc, je continue sur ma question. Je n'étais pas de la même affiliation, mais je peux quand même mettre la nouvelle affiliation. Oui, vous pouvez changer. Donc, si par exemple, mettons que vous êtes Franck Brocherie, que l'affiliation qui est renseignée, c'est INSEP, vous pouvez, si vous n'êtes pas affilié, vous cliquez sur supprimer, vous renseignez votre nouvelle affiliation. Je ne sais pas quoi rentrer. Je vais rentrer Helico, par exemple. Je vais rechercher Helico, je vais cliquer. Et donc, j'ai ma nouvelle affiliation et je vais pouvoir modifier le dépôt. Ok, mais il n'y a personne, je veux dire, je suis désolée Vincent, il n'y a personne qui peut, en demandant la propriété, je n'enlève pas cet article du propriétaire qui a rentré. Non, en fait, voilà, vous aurez... juste. Okay, non, c'est ça, vous aurez tous la propriété du dépôt. Après, il en est de la responsabilité de chacun de ne pas mettre n'importe quoi sur le dépôt. Si par exemple, vous voyez une erreur, simplement corriger votre affiliation, il n'y a pas de problème avec ça. Parfait, merci. Je vous en prie. Ok, je vais donner la parole à Vincent. Merci. Donc merci pour votre présentation. Quelques questions qui sont en lien avec les précédentes en fait. Moi, je suis dans une université qui encourage très fortement l'usage de HAL, notamment pour la production des rapports recherche des laboratoires. Et cette année, ça va jusqu'à ne tenir compte que des publications qui auraient été déposées dans HAL avec le texte intégral. Voilà. Pour mettre un peu la pression au labo. Du coup, une des résistances parmi les collègues qui ne sont pas trop motivés pour faire ça, c'est en lien avec la question de Clément, c'est combien de temps ça prend. Et en fait, donc par expérience, donc moi je l'ai fait, j'ai fait mes dépôts HAL, j'essaie de les faire régulièrement, ça ne prend pas trop de temps. Il y a juste un point que je trouve un peu optimisable, entre guillemets, c'est ces données auteurs. Et en fait, on l'a bien vu tout à l'heure sur le dépôt que vous avez fait avec la publication de Franck Brocherie. Pour Olivier Girard, ça vous a sorti directement un idéal qui n'était pas le bon, en fait. C'est un homonyme. Olivier Girard, il travaille en Australie, et là, ça vous a sorti un homonyme à Marseille. Et puis, pour Grégoire Millet, ça vous a sorti une affiliation à l'UFR Stade de Montpellier, qui était l'affiliation il y a 15 ans, en fait. Voilà. Et du coup, la limite, je trouve, et ma question, c'est de savoir est-ce qu'on ne peut pas optimiser ça, c'est ces affiliations, où vous avez bien dit que par défaut, il prend la dernière qui a été déposée, et du coup, des fois, on a des choses, enfin souvent en fait, même des choses qui sont fausses, ou qu'on a besoin d'optimiser. Ouais, alors effectivement, c'est un problème qui est très connu au CCSD, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a rajouté l'option ne pas affilier les auteurs en fait, dans les préférences de dépôt. Parce que effectivement, ce n'est pas forcément pertinent. Alors malheureusement, pour le moment, on n'a pas d'autre solution que de ne pas affilier automatiquement les auteurs, mais nous travaillons un algorithme un petit peu plus performant qui se baserait donc sur d'autres données, mais c'est en cours de traitement donc par une équipe de projet du CCSD. Et malheureusement, pour le moment, on ne peut pas faire mieux que de vous laisser l'option dans mon espace, mon profil, mes préférences de dépôt, de choisir un nom pour affilier automatiquement les auteurs. On a fait ça parce que, par exemple, pour les dépôts avec des dépôts avec une cinquantaine d'auteurs, par exemple, lorsque le système recherchait automatiquement les affiliations,
effectivement, le déposant perdait plus de temps en fait, à supprimer les affiliations ou à les corriger que s'il les avait rentrées lui-même ou que s'il avait juste rentré sa propre affiliation. Donc maintenant, ce qu'on vous conseille, c'est de cocher non, de rentrer votre affiliation et de partager la propriété à vos co-auteurs qui, s'ils le souhaitent, pourront renseigner leur propre affiliation. Voilà. Ok, parce que sinon, une autre solution, c'est une deuxième question. Donc, vous avez fait mention du fait qu'on pouvait connecter HAL à Orcid. Et en fait, par expérience, Orcid fonctionne très bien. C'est-à-dire qu'il récupère très bien les publications, en fait. Du coup, là, j'ai l'impression que ce lien, il est unilatéral. C'est-à-dire que HAL envoie Orcid, mais Orcid n'envoie pas à HAL. Ouais, c'est encore une fois en projet. C'est un petit peu plus en projet que les affiliations, parce que là, le lien avec Orchid, on l'a fait pour la dernière mise en production. Et là, on travaille à ce que justement on puisse transférer les travaux de Orchid vers HAL et qu'effectivement, ça n'aille pas que dans un sens. Donc, c'est en projet aussi. Parce que là, Bon, je pour peux le pas vous coup, donner. Orchid est vraiment très performant là, sur la récupération des données comme ça. Ouais. Et dernière question, après j'arrête de monopoliser l'attention. Non, pas de souci. Parce que je vois que Clément Léna a une question. Mais pour le coup, moi j'ai un nom très commun en fait, Martin, n'est-ce pas? Donc du coup, rien qu'en France, il y a des Vincent Martin en philosophie, en biologie, en physique des particules. Voilà, tout à l'heure, j'ai encore dû essayer d'enlever une publi de mon profil HAL. En fait, régulièrement, j'ai des publis dont je ne suis pas l'auteur qui apparaissent sur mon profil HAL. Donc la question est simple, comment on peut faire si ça arrive? Moi, par défaut, je prends le mail du déposant, j'envoie un mail en lui demandant de m'enlever, ce que j'ai fait encore tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres moyens plus simples ou pas? Alors, si c'est parce quand vous dites mon profil, si vous parlez de votre idéal ou vraiment Oui, mon moi j'ai espace un dépôt? idéal et du coup, si je produis mon CV HAL, je l'ai fait tout à l'heure, j'avais une Ouais. publication de Sorbonne Université en, je sais plus quoi, en biologie moléculaire qui apparaissait, c'est pas mon champ. Ouais, alors en fait, lorsque vous avez un idéal, alors c'est pas mon compte à idéal, donc je vais essayer de changer de compte pour vous montrer. Donc en fait, lorsque vous avez créé votre idéal et que vous avez des dépôts qui ne vous correspondent pas, je suis désolée, là je suis sur plusieurs écrans, j'ai un peu de mal. Alors, je sais pas pourquoi j'arrive pas à me déconnecter, je vais ouvrir une nouvelle page. Je vais vous montrer en fait comment supprimer les dépôts de vos homonymes de votre CV, de votre idéal. En fait, ça se passe dans mon profil et dans vos formateurs lorsque vous... Bon, alors, pas d'étonnement pour le nom, c'est un autre de mes comptes de formation, donc une autre chercheuse. Lorsque vous allez dans mon espace, mon profil, donc vous configurez mon idéal ici, vous avez toutes les formateurs qui sont rattachés à votre idéal. Et si vous cliquez sur « Consulter les documents associés à cette formateur », vous avez toutes les publications donc, qui correspondent à cette formateur. Là, si vous avez un dépôt de votre homonyme, vous retrouverez forcément cette publication ici. Et si cette publication ne vous correspond pas, en fait, il vous suffit de décocher la publication et de faire « Enregistrer ». Lorsque vous cliquez sur « Enregistrer », en fait, ça va détacher la publication de votre homonyme de la formateur que vous avez associée à votre idéal. Et donc ce dépôt-là sera rattaché à une autre formateur qui, elle, ne sera pas rattachée à votre idéal. Si vous cliquez sur « Enregistrer », donc la modification sera prise en compte. Il faut un léger temps d'indexation pour voir la modification dans votre CV. Si vous souhaitez voir la modification tout de suite, vous pouvez donc aller dans « Modifier mon CV » et faire « Rafraîchir le CV ». Et du coup, la publication de votre homonyme n'y sera pas. Après, si c'est qu'on vous a accordé la propriété par erreur, dans mon espace Mes dépôts, pour les dépôts dont vous avez la propriété mais qui ne vous correspondent pas, vous avez une option qui est Supprimer de mon espace. Et ça supprimera le dépôt de votre espace, vous n'aurez plus la propriété de ce dépôt. Si vraiment vous ne vous en sortez pas, vous pouvez nous contacter au support et on vous représentera tout cela un petit peu plus en détail. Si jamais l'adresse du support, donc je vais l'écrire dans le chat, c'est al.support@ccsd.cnrs.fr. Ok. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, très bien, je vous remercie. Ok. Il y a Aina qui, avant Cyril, avait une question.
Donc Aïna, tu dois pouvoir activer ton micro maintenant. Ouais. Bonjour, merci pour votre présentation. En fait, j'ai une petite question. Vous avez parlé des liens avec Archive. Ouais. Dans notre domaine, on utilise de plus en plus là, les plateformes Sport Archive ou Psy Archive. Et du coup, je me demandais s'il y a des liens qui sont envisagés dans un avenir proche avec ces autres plateformes. Donc avec d'autres plateformes qu'Archive, vous entendez? Oui, c'est ça, parce que Archive, du coup, c'est plus pour la physique, les mathématiques. Ouais. Et nous, en sciences du sport, il y a, bon, c'est plus récent, hein, mais il y a ce même type de plateforme sur le même format qui ont été créées, Sport Archive et Psy Archive. Ouais. Alors, je sais que là, actuellement, on travaille sur BioArchive, donc malheureusement, c'est encore des sciences dures. Je ne sais pas si c'est un projet de travailler sur d'autres plateformes, mais si jamais, je vous conseille de nous contacter au support et de faire une demande, de nous indiquer donc, les plateformes avec lesquelles vous souhaiteriez avoir un lien. Et après, nous, on va étudier ça en équipe et voir comment c'est possible de faire des liens. C'est vrai que pour le moment, on a plus de retours de gens en sciences dures, malheureusement, donc d'où Archive et PubMed Central. Mais oui, n'hésitez pas à nous faire vos suggestions, on les prendra en compte et on les transmettra à l'équipe du CCSD. Ok, c'est noté. Merci. Je vous en prie. Ensuite, il y a Cyril qui avait une question. Ouais, ça doit être bon, Cyril. Du coup, bonjour Léa, merci beaucoup pour votre présentation. Du coup, ma question, elle va un peu rejoindre celle de Aïna. On va croire qu'on se connaît après. C'était que je me demandais. Alors, je suis arrivé en retard, donc ça se trouve, j'ai raté l'information. Donc, désolé si c'est le cas. Est-ce que HAL propose déjà des moyens de regrouper un petit peu comme sur OSF un ensemble d'éléments qui gravitent autour, si vous voulez, d'une publication, comme déposer en fait en même temps les pré-registration qu'on a pu faire à l'avance, les données, des scripts d'analyse, etc. Ou est-ce que c'est pour l'instant limité à des documents comme l'article, le post-print, etc. Alors, pour l'instant, ce genre de document, ça ne passera pas en document principal. En revanche, vous pouvez les ajouter en données supplémentaires sur un dépôt. Donc, si par exemple, je veux faire un dépôt, je rajoute mon fichier. Je vais en rajouter un autre. En fait, je pourrais rajouter les autres fichiers, donc ceux dont vous parliez, par exemple, et les rajouter en données supplémentaires. Donc, okay. Voilà, j'en mets un autre au pif. Bon, là, c'est un PDF, hein, mais vous pouvez mettre différents formats. Ça prend un peu de temps. Vous les renseignez en données supplémentaires, et en fait, à ce moment-là, vous pouvez mettre tous ces fichiers-là. Cependant, il faudra forcément avoir le fichier, enfin le texte intégral en fichier principal. Sinon, ça ne passera pas par la modération. On vous mettra vos documents en tant que document annexe, et du coup, le fichier sera considéré comme référence bibliographique. Je ne sais pas si c'est clair ou pas. Ouais, c'est top. Du coup, si j'ai bien compris, en fait, une fois, par exemple, l'article est publié, on peut recréer un petit peu la même architecture que sur OSF en rajoutant toutes les données et les éléments qui gravitent autour, comme la donnée pré-registration. Mais après, on a déposé le document principal. C'est ça. Toujours le document principal en priorité. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Et enfin, j'avais une question dans le chat de Clément Léna. Bonjour, merci pour cette présentation. Savez-vous comment lier l'archive ouverte institutionnelle de notre université, exemple celle de l'INSEP qui a été présentée, à notre compte HAL? Dans mon cas, mes articles rentrés sur la plateforme, Lille Open Archive, ne sont pas automatiquement transférés sur HAL, alors que comme vous le dites, ces archives sont connectées l'une à l'autre. Est-ce que c'est un problème d'identifiant HAL, c'est ça? Alors, je suis pas sûre d'avoir compris totalement la question. En fait, l'objectif, ce que vous souhaitez, c'est que l'archive de votre institution transfère les dépôts sur HAL directement, c'est ça? Ah oui, donc Lille Open Archive ne sont pas transférés automatiquement. Alors, en fait, c'est là pour l'instant, les liens qui sont avec les autres archives, ce sera plus des transferts des dépôts qui sont présents sur HAL vers les autres archives. HAL ne va pas récupérer les documents qui sont présents sur d'autres archives. Donc, en fait, si vous souhaitez que vos documents soient présents sur HAL, il va falloir que vous les rentriez vous-même, à moins que vous avez... je ne sais pas comment ça se passe du côté de Lille Open Archive. Peut-être que des gens sont chargés de déposer dans HAL. Je sais que c'est le cas pour certaines institutions. Certaines institutions ont des codes génériques qui vont déposer eux-mêmes dans HAL, mais ça ne sera pas fait automatiquement. Ça va être quelqu'un qui va transférer les dépôts de votre archive vers HAL. En fait, le transfert automatique,
ce sera de HAL vers une autre archive, donc comme HAL vers Archive, ou HAL vers PubMed, ou HAL vers ORCID, par exemple. La personne qui vous a posé la question, normalement, devrait avoir le son, donc si elle veut préciser. Ouais. Je vous remercie Léa, donc bonjour à tous. Merci pour la présentation et merci pour la réponse à ma question. En effet, ça doit être les services de l'Université de Lille qui ont un peu de retard sur le transfert. Je vais me renseigner en tout cas à ce niveau-là. Et j'avais une seconde question. Donc, vous nous avez montré tout à l'heure le profil d'une chercheuse où on voyait plusieurs formes auteurs associées à son idéal. Il y avait 4 ou 5 author ID. Comment faire pour que ces 4 ou 5 author ID soient liés enfin, je pense que c'est la même personne qui a publié tous ces articles, qui avait donc fait des comptes différents avec peut-être des adresses mail différentes selon une évolution d'institution. Est-ce qu'on peut lier tous ces comptes pour faire un seul CV avec tous ces mêmes articles? En fait, la création de l'idéal vous permet de rassembler toutes les formes auteurs sous un identifiant, donc qui sera votre idéal. Ici, par exemple, l'idéal, ce sera Catherine Faure. Ça veut dire que toutes les publications donc, que j'ai été identifiées comme Catherine Faure ou comme Catherine Faure-Brasquet ou comme C. Faure, tous ces dépôts-là vont remonter sur mon CV. C'est le principe de l'idéal, en fait, de rassembler toutes les formes sous lesquelles j'ai pu être identifiée, et ce qui arrive souvent quand on est chercheur. Donc en fait, voilà, c'est l'intérêt de l'idéal. Après, si vous avez des formes auteurs qui sont fausses, ou si par exemple vous ne souhaitez pas être identifié avec nom de jeune fille, nom marital par exemple, vous pouvez toujours nous contacter au support et nous, on fera un peu le ménage dans vos formes auteurs en fait. Je ne sais pas si ça répond à votre question ou pas. C'est parfait, je vous remercie. Je vous en prie. Ok, bon, pour l'instant, on n'a plus de questions, donc je pense qu'on va arriver au bout, puis le temps tourne. Donc, si je résume bien, quelqu'un qui a encore, voilà, imaginons un chercheur qui a une dizaine d'années de recherche derrière lui, qui n'a pas encore pris le temps de tout bien faire sous HAL, etc., etc. En gros, la première étape, c'est d'aller sur HAL et créer son identifiant HAL, comme ça, au moins, c'est prêt, etc. Gérer ses préférences de dépôt, comme ça, il gagnera du temps. Et ensuite, derrière, il récupère, par exemple, tous les DOI de ses articles, imaginons qu'il en a une trentaine, il se fait un fichier Word où il prend chaque DOI et il le copie-colle, il récupère. En même temps, il joint le PDF s'il l'a en même temps, et en une matinée, il a rattrapé son retard. Voilà, c'est ça. Ok, donc en une matinée, on peut essayer de convaincre les chercheurs qui n'ont jamais eu le temps, j'en ai quelques-uns autour de moi, et leur dire, bon voilà, en 2-3 heures, tu peux rattraper 10 ans de retard sur HAL. Voilà. Et notamment, je crois que c'était Vincent a mentionné ça tout à l'heure, mais effectivement, c'est un peu l'idée pour laquelle on a sollicité HAL pour ce cycle de webinaires, c'est que HAL prend de plus en plus de place dans le monde universitaire français parce qu'il y a beaucoup d'institutions qui demandent à avoir la liste des production, tout ça, sur HAL pour pouvoir répondre à des appels à projets, pour pouvoir faciliter les évaluations HCERS des laboratoires, etc. Donc ça peut être aussi un argument à donner aux chercheurs pour leur dire, en une matinée, vous gagnez du temps sur, par exemple, quand sur un fichier, un appel à projet CNRS, on vous demande un CV scientifique. Voilà, exactement. Ok, super. J'aurais pas pu mieux dire. Bon, parfaitement. Et génial. Donc, tous les jeunes chercheurs qui étaient présents ici et qui ont des mentors qui n'ont pas pu assister, vous pouvez essayer de les convaincre et de leur dire que ça peut très vite se faire. Et puis, vous pouvez passer un petit temps de café autour de l'ordinateur pour leur présenter comment faire. Et puis, vous pouvez aussi leur dire qu'on va vous publier très prochainement le webinaire, l'enregistrement de ce webinaire pour qu'ils aillent faire une petite session de rattrapage dans les transports en commun ou en attendant pour une consultation. Bon, merci beaucoup Léa, en tout cas. Merci à vous pour l'invitation et pour votre attention tout au long de mon explication. Super. Et bonne journée et bon appétit à tout le monde. Merci.